Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, on est live, bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. La trêve internationale est passée, c'est bon, fini les France-Gibraltar, fini les Grèce-France absolument horribles. Notre bonne vieille Ligue des Talents est de retour et l'OGC Nice forcément a gagné le bon vieux 1-0 à la maison contre le Toulouse Football Club. But bien, de Terem Moffi qui n'avait plus marqué depuis le match au Quel Parc prix? des Princes sans doute. Mais pas mal de choses à dire sur cette rencontre. On va parler d'arbitrage. Tiens, on va parler aussi de jeu parce qu'on est là aussi pour ça. J'espère que vous allez bien. Prenez place. On est parti pour 1 heure 10 d'émission tranquillement. Désolé pour les quelques petites minutes de retard. Ça arrive. Déjà, j'ai le plaisir d'accueillir un fidèle de l'émission. Casquette vissée sur la tête, c'est Anto. Comment ça va, Anto? Bah écoute, ça va super bien, très content de continuer à gagner. Et puis c'est vrai que pour une fois, on a eu l'arbitre de notre côté et ça fait extrêmement plaisir de un peu ressentir ça. Alors, on en parlera, mais tu vois, je ne suis même pas content. Voilà, je te le dis. Il fait son retour également dans l'émission. On l'appelle l'Impact Player, mais également Obi-Wan. Salut, comment tu vas? Salut, salut, ça va bien, bonsoir à tous. Eh Et heureux bien, de vous retrouver pour cette nouvelle victoire. voilà, toujours des victoires. Encore une pour l'OGC Nice. Et naturellement, représentant toulousain, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine qui intervient dans le média lesviolets.com, média spécialisé forcément du Toulouse Football Club, qui suit régulièrement Toulouse Football Club. Comment ça va, Antoine? Ça va, merci. Merci à Julien pour Pancho pour ton invitation. Et ça aurait pu aller mieux avec un résultat différent cet après-midi, mais bon, on fait Eff- avec. Effectivement, je pense que vous devez quand même l'avoir un peu mauvaise, les Toulousains, parce que lorsqu'on pense à la physionomie du match, peut-être que le match nul aurait été peut-être un peu plus logique. Mais on va y revenir. Quelques regrets, ouais. Déjà, dans un premier temps, saluons une chose, la deuxième cape de JC Todibo pendant cette trêve internationale, qui plus est à domicile, à l'Alliance Riviera contre la grande équipe de Gibraltar. Un 14-0 record, un nombre de buts record aussi pour l'équipe de France, et puis donc Todibo qui enchaîne aussi cette performance. Blessé à l'approche du match contre la Grèce, aux adducteurs, absent cet après-midi, mais malgré tout une présence constante. J'étais en train de me faire une petite réflexion. Le nombre de joueurs qui ont atteint l'équipe nationale, alors pas forcément française, mais toutes les équipes, tous leurs pays, en fait. Je pense à Buonani, je pense à Todibo, je pense à Thuram ces derniers mois. Il y en a quand même pas mal. C'est ça aussi, Anto, finalement, le développement et la valorisation des actifs, parce que les joueurs sont des actifs. C'est aussi de se dire que, eh bien, voilà, l'OGC Nice peut prétendre aussi à faire step up des joueurs et à leur faire atteindre cet objectif de carrière qui est de représenter leur sélection nationale, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, c'est un double actif parce qu'en plus tu vas pouvoir les revaloriser un peu mieux si tu viens les vendre, ce qui pourrait arriver pour certains chez nous l'année prochaine. Et puis aussi tu peux ramener du monde, tu peux aussi tendre la perche à certains, leur dire que la sélection nationale elle est accessible par notre moyen aussi. Donc c'est très 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 bon et puis c'est une fierté aussi pour nous, hein. On va pas se le cacher, dommage que Kefren Turam n'ait plus arrivé sur la pelouse, entrée contre Gibraltar. Obi-Wan, j'ai parlé de Buonani, Thuram, Todibo, j'ai pas du tout regardé s'il y en avait d'autres. Il y a Lotomba qui Ouais. était également Bulka. Bulka, effectivement, Bulka, tout à fait. Euh, ça, f- Attends. ça fait partie aussi voilà, de ce développement de clubs à différents domaines et de la valorisation. Je pense par exemple à un Todibo, pour prendre l'exemple le plus concret, qui est sans doute sa dernière année à l'OGC Nice. Si à la fin il arrive à toucher le Graal de cette sélection pour l'Euro, on peut supposer aussi que le prix de vente éventuel sera majoré de quelques millions supplémentaires. Ok. Obi-Wan. Ouais, je sais pas. Enfin, oui, on peut parler valorisation. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qu'il y a de certain en tout cas, c'est que le gym est plus regardé cette année, compte tenu des performances quand même, parce qu'on a encore battu un record aujourd'hui d'équipes invaincues
de 13 matchs, hein, un vieux record qui date, je crois, de 84-85, de ce que j'ai entendu cet après-midi. Donc c'est quand même honorable, même si ça se fait dans des conditions, je trouve, bon, particulières, hein, surtout par rapport à cette erreur d'arbitrage pour moi dès le début du match Hmm. cet après-midi. Mais, euh, mais oui, donc du coup, le gym est plus regardé. Il y a des performances individuelles qui sortent vraiment du lot. Enfin, Todibo, depuis déjà l'année dernière, c'était le daron de l'équipe avec Dante cette année. Il est exceptionnel et il a manqué quand même cet après-midi parce que les 20 dernières minutes, on les passe dans nos 18 mètres et on sent bien qu'on était en train de fléchir. Et c'est avec beaucoup de chance si Toulouse ne marque pas. Ouais, donc les Niçois sont plus regardés. Il y a de vraies pépites, donc je pense que le travail est de Ghisolfi, de ceux qui les ont précédés juste avant, le fait de faire venir des jeunes comme Boadani notamment, Belayan que j'aimerais voir un petit peu plus aussi à certains moments, Bulka, ça fait 2 ans qu'il était dans les cartons et qui est titulaire aujourd'hui, et quel titulaire. Ouais, il y a d'excellents jeunes et ben, tout ça, ben, ça finit aussi en équipe nationale. Effectivement, donc à l'approche de ce match, on le rappelle, une victoire de l'OGC Nice, 1 but à 0. Beaucoup d'absents, on en parlait, notamment Todibo. On peut noter également Youssouf Aïndaï Chimier qui purge ses quelques matchs de suspension après son attentat contre Rennes. Également, bon, Youssef Attal pour les raisons qu'on connaît. Et j'en oublie un, Hichem Boudaoui, forcément. Mais du côté toulousain, Antoine, il y avait également des absents. En la personne notamment de Dalinga et de Schmitz. Finalement, dans la composition, ça s'est aussi ressenti. Déjà, sur le choix du coach toulousain à l'approche de cette rencontre. Est-ce qu'il y avait des surprises pour toi ou est-ce que ça te paraissait cohérent en l'état? Alors, il a fait avec les moyens du bord parce que sans nos deux meilleurs joueurs, Dalinga restait notamment sur 4 ou 5 matchs consécutifs avec au moins un but. Et sans Niklas Schmidt, qui est notre vrai créateur au milieu, c'était compliqué. Donc, il a fait le choix de remettre Vincent Siro au milieu, qui est à l'origine de l'ouverture du score annulée par Monsieur Le Texier. Et après, il y a un choix qui nous a surpris dans la rédaction, c'est la titularisation de Warren Kamanzi au poste d'ailier droit. Euh, Kamanzi qui était un latéral à l'origine. Je ne sais pas si ça vous a choqué, mais j'ai trouvé ça décevant que notre entraîneur décide d'aligner une attaque peu ambitieuse compte tenu de votre énorme solidité défensive. Il aurait fallu peut-être mettre une attaque plus percutante de sorte à essayer de vous mettre un peu plus en difficulté. Et justement, tu parles de l'entraîneur. Est-ce que tu peux nous apporter un peu des éléments de contexte par rapport au TFC? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements cet été, changements d'entraîneur forcément, des départs, des arrivées également. Toujours cette manière de recruter propre au TFC depuis ces dernières saisons. Une finale de Coupe de France remportée, une qualification européenne. Finalement, sportivement, le TFC est dans une situation idéale à l'approche de cette saison. Et il y a eu quand même des changements. Donc, comment ce début de saison s'est passé pour vous et comment tu estimes que voilà, le mercato a été géré, l'entraîneur prend-il ses marques? Enfin, voilà, une sorte d'état des lieux un peu sur la situation du Toulouse Football Club. Alors, le fait qu'il y ait eu énormément de changements pendant la trêve, quelque part, on y était habitué un petit peu, parce que le club a été racheté en 2020 par les Américains de Redbird. Et donc, depuis 2020, en réalité, le club a l'habitude, un peu comme le fait Marseille avec Pablo Longoria, de changer systématiquement son effectif d'une saison à l'autre. Mais c'est vrai que cette saison particulièrement, c'était notable. On a changé quasiment toute l'équipe avec des départs. Je ne sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça vous parle un petit peu, Branco Van Boomen, Bien sûr. Viguereux, Rixilé, voilà, des joueurs de l'épopée en Coupe de France la saison dernière et plus généralement depuis la remontée en Ligue 1. Ensuite, donc, il y a eu ces changements, il y a eu ce changement de coach, puisque Carles Martinez Novel, l'entraîneur espagnol, est arrivé sur le banc du TFC à la place de Philippe Montagnier. Alors, il est arrivé, il faut savoir quand même qu'il était déjà
adjoint de Montagnier, du coach Montagnier la saison dernière. Il est arrivé début janvier. Notre début de saison, il est paradoxal entre des prestations assez exceptionnelles en Ligue Europa. Ça vous aura pas échappé Mhm. contre Liverpool. Là, actuellement, on est deuxième. On est en passe de décrocher notre qualification si on bat l'Union Saint-Gilloise jeudi. Et à côté de ça, Bravo. on a une équipe qui est à l'agonie en championnat, qui est 15e parce que Lorient a perdu aujourd'hui, si je ne m'abuse, mais sinon on aurait été barragiste. Donc ouais, des performances décevantes, un jeu décevant à des années-lumière de ce qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière ou même l'année d'avant, avec un entraîneur qui nous promettait du beau jeu, mais qui finalement se base énormément sur une tactique défensive. Euh, voilà, et puis faut aussi signaler qu'on a énormément de chance. Alors aujourd'hui, en l'occurrence, non. Mais depuis le début de saison, on a été sauvé 14 fois par nos montants, ce qui est un record absolu en Europe. Donc voilà, la chance finira par tourner et c'est bien ce qui m'inquiète. Effectivement. Alors, bon, on va rentrer dans le détail, mais avant cette composition côté OGC Nice, Santo, on a parlé de l'introduction de Sofiane Diop au milieu de terrain. Alors, je te lance là-dessus forcément parce qu'ici, on en a parlé ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est quelque chose qu'on attendait surtout depuis le recrutement de Jérémy Boga, l'introduction d'un Diop qui avait aussi joué ce poste-là sous Digard quelques matchs. Ça avait plutôt bien fonctionné. Et là, eh bien, lié aussi au fait qu'il y avait des absents. On pensait éventuellement que ça aurait pu être l'occasion eh bien pour Sofiane Diop d'être titulaire. Il l'a été, mais ça a été très très compliqué. Pire que ça, le joueur est sorti blessé. Alors je ne sais pas si vous avez écouté la conférence de presse de Farioli en fin de match, mais ça n'annonce rien de bon pour Sofiane Diop. Il est parti en béquille du stade. Donc je ne sais pas si c'est sorti, mais d'ici je pense 48 heures, on aura des indications sur la durée d'absence. Mais voilà, un joueur qui est dans un cycle un peu comme d'autres joueurs au club, à savoir blessé, revient, fait quelques bonnes performances, est irrégulier, se reblesse. C'est triste, mais c'est dur quoi. Déjà peut-être Anto, tu étais, je suppose, satisfait de voir Sofiane Diop au milieu de terrain lors de l'annonce de la composition. Ah, carrément, carrément. Puis j'étais très content de le voir du côté de Boga. Je me suis dit ça peut être quelque chose qui va vraiment nous décanter des attaques parce qu'on connaît leur qualité technique et on sait que les deux ils peuvent vraiment apporter du danger. Maintenant, ça n'a pas été du tout le cas. Ça a été très très laborieux et pourtant, bah, pour ceux qui suivent un petit peu l'émission, vous savez que je le défends corps et âme, Diop, mais là, ça a été très compliqué. Et puis il se reblesse et j'ai l'impression qu'on arrive à la fin des espoirs. En fait, même moi, j'ai plus trop d'espoir dans le Diop parce que je me dis, bah, c'est toujours la même histoire. S'il revient, il fait deux bonnes entrées, tu remets titulaire, c'est pas trop mal. Et puis d'un coup, soit ça répète, soit il enchaîne les prestations de moyenne. Donc c'est un petit peu compliqué et ça fait du mal. Maintenant, on va espérer qu'il y en ait au moins un sur les deux qui nous font ça, qui va un peu tenir, c'est Claude Maurice, qui a fait une bonne rentrée en deuxième. Donc espérons que lui, ça va tenir un peu plus et qu'il va pouvoir nous apporter. Diop titulaire, Rosario qui basculait aussi dans l'axe aux côtés de JC Todibo pour compenser, aux côtés de Dante, pardon, pour compenser l'absence de JC Todibo. Laborde de retour dans le 11 finalement. Obi-Wan, cette composition, elle semblait cohérente au vu des forces qu'on avait en présence. Du moins, est-ce que tu imaginais autre chose avant le début du match? Non, 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 je pense que c'est le meilleur 11 qu'il pouvait mettre. Rosario derrière à la place de Todibo par rapport aux performances du joueur à chaque fois qu'il dépanne à droite, il a été très très bon contre Marseille et je ne sais plus à Montpellier aussi, je crois. Donc c'était le meilleur choix. Barre indétrônable sur son côté gauche. On en parlera quand même parce que sur le but, c'est quand même lui qui lance les hostilités. Milieu de terrain, j'étais aussi très content de voir Diop parce que je pense que c'est son poste. Malheureusement, il a disparu de la circulation. Je ne sais même pas qu'il était sur le terrain. Je ne sais même pas comment il s'est blessé. Voilà, donc il paraît qu'il est parti en béquille. Ben, écoute, il les avait peut-être pendant le match parce que je me souviens pas l'avoir vu avec le ballon ou sur une action. Je ne me souviens pas l'avoir vu. Vraiment. Hmm. Voilà, sinon, ouais, non, c'était la meilleure composition possible. Ouais. Bon, forcément, si on parle de cette première mi-temps, bon, on va parler de peu de choses, hein, mine de rien, parce qu'il s'est quasiment rien passé.
un OGC Nice très maladroit, dominé aussi par le Toulouse Football Club. Aucune situation de mémoire à se mettre sous la dent lors de cette première mi-temps. Mais il y a eu une situation qui eh bien, a fait parler et fera sans doute parler dans les jours prochains. C'est eh bien, ce but refusé aux Toulousains sur une situation où, alors vous avez sans doute vu les images si vous êtes là, ou si vous regardez le replay sur YouTube ou sur Spotify. Euh, voilà, Diop qui dégage et qui voilà, se fait légèrement déséquilibré au départ de l'action, et puis dans la poursuite, le tir. Alors je sais pas qui c'est qui tire, Antoine, qui met le but. Donc Magri. Voilà. Magri, bon, moi je vais commencer parce que oui, certes, on est supporter niçois. Oui, on a eu des problématiques avec les arbitres, comme beaucoup d'équipes cette saison et les saisons dernières. Mais cette décision arbitrale, elle est absolument lunaire. Et elle est lunaire, vous savez très bien pourquoi, parce que si c'est dans l'autre sens, on crie au scandale. Donc il faut le dire dans les deux sens. Là, ça nous a souri, mais honnêtement, siffler faute du Toulousain sur Diop, bah, c'est ne pas accepter que le football est un sport de contact, parce que oui, certes, il y a un léger contact, mais pas un contact au point de siffler faute et de refuser un but. Antoine, on te laisse la parole. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, mais je suppose que toi, la pilule, elle a du mal à passer en tant que Toulousain. Merci pour ta bonne foi et pour ton honnêteté. En effet, elle a du mal à passer, surtout qu'on a des antécédents avec cet arbitre. Alors ça remonte, mais en 2017, alors qu'on était on était beaucoup plus dans la galère que ce qu'on est maintenant, mais il y avait déjà eu une grosse polémique avec un but un penalty accordé au Lyonnais Mariano Diaz, et Lyon avait réussi à gagner sur le penalty qui avait suivi. Donc c'est pas la première fois que cet arbitre nous la met à l'envers. Et là, c'est quand même flagrant. Et ce qui me dérange encore plus, c'est même pas son erreur d'appréciation. Parce que, en vrai, le joueur est au sol, dans la surface. Bon, il est quand même légèrement déséquilibré, d'accord. Mais c'est surtout le peu de temps qu'il a mis à valider sa décision. Aucun recours avec la VAR. Mais à quoi sert la VAR? Je ne sais même pas s'il a été appelé. Donc ça, c'est quand même problématique. Surtout que, on le sait, Nice défend très bien. Vous prenez très peu de buts, donc ça aurait vraiment, et vous, à contrario, vous en marquez aussi très peu, donc ça aurait pu considérablement changer le cours de la rencontre. Effectivement. Anto, t'as vu le match en replay. Quel est ton avis par rapport à cette situation? La physionomie du match n'aurait pas du tout été la même si Nice se retrouvait mené à la mi-temps. Ça aurait été la fin du record, mais à la limite, ça c'est honorifique. Mais j'ai envie de dire encore une décision clownesque de l'arbitrage français, parce que là, je pense que c'est pas tant le problème le Texier, c'est plus. Bah ouais, elle paraît ne pas faire sens, cette décision. Bah ouais, mais bon, en fait, le problème, c'est que je sais pas. Honnêtement, je comprends plus les arbitres. C'est une honte de refuser ce but. Franchement, ça nous sourit et honnêtement, bah ouais, en vrai, je dis, hein, je suis content quand même. On en garde le Hmm. record, on gagne, tu vois. Peut-être qu'on aurait quand même gagné, j'en sais rien, aucune idée. Mais le fait est que c'est une honte d'annuler ça, quoi. Comment tu fais? Alors, je pense qu'il dit qu'il a payé haut, parce que si je me souviens bien, c'est le joueur toulousain qui a le pied en l'air, c'est ça? Il est au sol, le pied en l'air. Donc peut-être qu'il considère qu'à pied haut. De toute façon, c'est une règle que j'ai C'est jamais le compris ballon. le pied haut, donc voilà. Mais bon, voilà. Mais bon, pour moi, c'est une honte. Ça vient confirmer tout le temps. Frappard, les Texiers, c'est vraiment des arbitres qui les enchaînent tous les week-ends et qui sont jamais remis en question, donc c'est un peu dommage. Et puis ça nique le jeu en vrai, hein. Bah, c'est effectivement au péril du jeu, au péril du résultat. Nisarita nous dit pas d'erreur manifeste, donc pas de VAR. Ouais, mais est-ce qu'on peut considérer que lorsqu'il y a but et une situation entre guillemets problématique, ça rentre pas dans, Ouais. dans le champ d'action, quoi. C'est bon. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a litige, mais qu'il y a but derrière, la VAR elle devrait être consultée Bien systématiquement. sûr. Enfin, j'ose même pas imaginer si on nous refuse un but comme ça sur un match capital, comment nous on réagit, quoi. Bien sûr. Enfin, je trouve ça. La VAR devrait être consultée dans tout état de cause. C'est pas possible autrement. Et Après, moi,
moi, la faute qui siffle me paraît vraiment, vraiment, vraiment Ce légère. qui siffle Vraiment légère. réellement, pour moi, hein, c'est pas un pied haut, c'est au moment où Diop dégage. Il veut dégager, Il il veut se fait dégager gêner. et effectivement, Voilà, alors c'est tout. il y a des jambes qui sont au sol, il a l'air de s'entremêler dedans et il tombe, mais il y a pas de violence, il n'y a pas d'engagement. Pour moi, il tombe, mais il se laisse tomber aussi parce qu'il loupe son dégagement. Enfin, je comprends pas. J'ai regardé, et pourtant, hein, je sais qu'il y en a qui sont au stade et qui ont dit ouais, non, 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 il y a vraiment faute. Les gars, 20 visionnages. Prime l'a passé à la mi-temps, l'a repassé 5-6 fois juste après que ça soit passé. Je vois pas où est la faute. Vraiment, j'essaye, hein, mais pour moi, il n'y a pas faute. Il aurait dû avoir but toulousain et terminé. Donc, voilà. Indépendamment de ça, il a quand même la gâchette facile, cet arbitre, hein. Parce qu'il fait que siffler, c'est pénible. Ouais. Ça casse le jeu. Déjà qu'on a assisté quand même à une sacrée purge. Alors en plus, si l'arbitre fait que siffler, Ouais. c'était Et puis, tu vois, franchement par dégoûtant. contre, la VAR, tu vois, je pense que, vu la décision rapide qu'il a pris, je pense que dans tous les cas, il aurait jamais changé. Donc, je pense Ouais, vraiment. c'est vrai. Puis il s'est dit qu'il était à 10 mètres de l'action, donc je pense qu'il était sûr de lui. Non, Il y et a ça puis aussi qui joue. il y a un autre critère aussi qui rentre en jeu, c'est que dès lors qu'il demande l'intervention de la VAR ou qu'il y a une intervention de la VAR, il y a un impact aussi sur sa notation finale. Enfin, vous savez, il y a toujours un truc comme ça par rapport à l'arbitrage. Donc, en fait, même le système en lui-même n'est pas bon parce que les arbitres, je pense, sont tiraillés à l'idée de se dire est-ce que je fais appel à l'outil parce que derrière, il y a des répercussions pour moi, mon classement, et j'ai pas envie de descendre en Ligue 2. Enfin, ça reste quand même des compétiteurs malgré le fait que ce sont des arbitres. Nissareta nous dit: Le Texier est sûr de lui, il faudrait modifier la règle. Sur l'action, il considère que Diop est empêché d'intervenir à cause du pied du Toulousain qui percute sa jambe. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est sa perception. Mais pour moi, vraiment, on s'en sort mais ultra bien. Parce que tu l'as dit, en plus de ça, c'était une purge sans nom des deux côtés, du déchet technique à en pleuvoir, surtout du côté de l'OGC Nice, pour le coup. Ouais, Antoine, sinon, hormis de ça, t'en as pensé quoi de la première mi-temps? Rien à signaler en vrai, il s'est rien passé. Il s'est franchement rien passé. Vous avez été dangereux un peu à la fin avec une frappe de Mofi, si je me souviens bien, légèrement à côté du but. De notre côté, si, j'ai trouvé notre pressing intéressant. J'ai trouvé qu'on a récupéré pas mal de ballons dans vos 25 mètres et c'était un peu là, je pense que le staff toulousain avait ciblé peut-être cette faiblesse chez vous et c'est cet atout pour vous mettre en difficulté. Parce que c'est vrai que quand on fait face à une défense en place, c'est très compliqué avec votre gardien qui fait beaucoup d'arrêts en plus. Donc ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Après, on a eu énormément de mal dans le dernier geste. Ça, je pense que c'est dû aux absences de notre meneur de jeu et de notre buteur. À part ça, que dire? Il s'est rien passé. C'était franchement une purge. On a senti en tout que l'OGC Nice a été mis en difficulté lors de cette première mi-temps, un peu comme ça avait été le cas à Montpellier dans la première relance, des erreurs aussi techniques, un manque d'automatisme aussi entre le match, la titularisation de Rosario, Thuram réintégré dans ce poste de numéro 6. Ouais, comment t'expliques un peu ce faible niveau affiché lors de cette première mi-temps? Bah après, parce que moi j'ai trouvé que Toulouse a fait une bonne première mi-temps. Et s'il marque bon, ce but ou un autre, peu importe, et avec Dalinga ça aurait été peut-être différent, mais ils font une mi-temps en fait à l'OGC Nice de cette saison, où tu es plutôt bon dans la récupération du ballon, mais dès que tu t'arrives aux 25 derniers mètres, tu es complètement brouillon et tu fais n'importe quoi. Et nous, bah, t'as un Boga qui est inexistant depuis 2 matchs. Après son super match à Rennes, il est complètement dans le flou. Et peut-être ça s'explique par le fait que de l'autre côté, ça ne fonctionne pas bien entre Laborde et le Tomba, Mofi, peu importe celui qui est à droite. Mais du coup, il y a plus de pressing, enfin plus de défense qui est mise du côté de Boga. Donc peut-être ça s'explique. En plus, les milieux de terrain, ça n'allait pas vraiment. Dès qu'on dépassait le Thuram Sanson, on va dire, c'était compliqué, notamment pour Diop. Donc en fait, tu te mettais aussi en danger tout seul. Et bien sûr que c'est pas incroyable comme si tu avais Todibo et Youssouf peut-être, mais bon, on l'a fait avec. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a encore une fois, hormis ce but refusé, on a été très solide et on a encore su faire le dos rond le temps que l'orage y passe et revenir en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions.
Ouais, Obi-Wan, l'OGC Nice s'en sort très bien finalement. Lorsqu'on voit la qualité de la première mi-temps, il y a ce mérite quand même de revenir avec de meilleures intentions en seconde mi-temps. Mais une victoire plutôt chanceuse pour toi cet après-midi? Oui, 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 oui. Je te l'ai dit avant l'émission, déjà à Montpellier, j'ai trouvé que ça avait été compliqué. Pas sur la solidité défensive, mais sur la façon dont on a défendu, parce qu'on a pris 5 cartons jaunes quand même à Montpellier. Et donc on a déjà été en difficulté à Montpellier. Donc là, forcément, entre les suspendus et les blessés, ben, on se retrouve avec une équipe un peu hybride. J'attendais beaucoup de ce milieu. Ça a été un flop retentissant, avec un Sanson un tout petit peu meilleur que ce qu'on avait l'habitude de voir. Un tout petit peu, vraiment. Mais oui, oui, c'est chanceux, oui. Bah, on a une seule occasion, hein. Hmm. On a 3 tirs cadrés, je crois, Ouais. du match. 3. Mm. Dont le but sur l'action de Dante. Et la troisième, je ne sais pas lequel c'est, une tête, je crois, peut-être, je ne sais pas. Mais donc c'est très, très, très poussif. Offensivement, c'est très poussif. Dans l'animation offensive, c'est catastrophique. La technique de Mofi, avec ses petits roulements de jambes, là, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Non, non, moi j'ai trouvé que c'est un match qu'on ne méritait pas de gagner. Est-ce que c'est pas aussi ce genre de match qui permettra à l'OGC Nice, alors naturellement de remporter 3 points, on le sait, mais au-delà de la manière, bon, c'est une série aussi qui perdure. Voilà, record battu du nombre de... alors c'est quoi exactement le record de Bordeaux sans être Sans être mené, mené à une sans être seconde. Ouais. mené, un nouveau clean sheet, une place de dauphin toujours à 1 point du Paris Saint-Germain, 5 points pris sur le voisin monégasque après sa défaite à Paris. Euh, une très bonne opération réalisée par le gym. Hein. On va pas bouder notre plaisir parce que il est vrai que lorsqu'on écoute ou on lit les, euh, les retours sur les prestations de l'OGC Nice, alors effectivement, c'est pas flamboyant, mais qu'est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que c'est efficace? Parce que sur cette deuxième mi-temps, on va en parler. Diop sort blessé, Alexis Claude Maurice rentre. Et puis il y a un tout autre match, un tout autre OGC Nice finalement. Du moins, Antoine, ouais, tu l'as senti comment les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps à sens unique pour toi? Ouais, assez, assez. Je pense que on a payé je dirais notre insuffisance physique, peut-être aussi mentale, parce qu'on perd 80% de nos matchs en deuxième mi-temps. On prend 80% de nos buts en deuxième mi-temps. Après, ouais, on a quand même senti un Nice revenir avec de meilleures intentions dans le jeu, même tout court avec des intentions dans le jeu, Mhm. ce qui n'était pas le cas en deuxième mi-temps, donc c'était déjà plus agréable à regarder. Après, ouah, l'ouverture du score est venue assez logiquement. Euh, Vous étiez dans une bonne phase. Après, j'ai senti quand même une équipe de Toulouse un peu plus dynamique sur la fin, qui a tenté d'égaliser. On a quand même vu des choses. Il y a eu quelques bonnes entrées des remplaçants, un peu plus de dynamisme. Mais bon, on s'est réveillé trop tard. On a cadré que 2 frappes, je crois, et les deux à partir de la 90e minute. Donc, ça rend les choses forcément compliquées. Alors, à la base de cette bonne deuxième mi-temps de l'OGC Nice, Anto, il y a la sortie forcée de Sofiane Diop, mais aussi le changement de position de Terem Moffi et Gaëtan Laborde. Et là, je salue donc Tonissa, qui était venu dans l'émission pour le match de Rennes, et qui avait martelé lors de cette émission-là qu'il fallait faire cette permutation. Et je sais que les copains d'Avantinissa aussi l'avaient dit plus d'une fois dans leur podcast. Mais là, on l'a eu réellement. C'était pas une permutation temporaire, c'était réel. Mofi était ailier droit, Laborde était buteur, axial. Anto, alors je sais pas, peut-être qu'on attendait réellement ce changement-là, donc on est peut-être un peu. On n'est pas très lucide, mais j'ai senti Mofi revigoré totalement dans ce positionnement, plus d'espace, d'espace devant lui tout simplement,
plus libre aussi, et un Laborde eh bien, qui joue à une touche, qui joue dans la déviation. Est-ce qu'on peut dire que c'est prometteur? Parce que moi, je trouve que quand même, alors il y aura toujours la problématique de la canne qui arrive bientôt, mais j'ai trouvé ça encourageant. Quel est ton avis là-dessus? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est surtout, alors moi, ce qui m'intéresserait à terme, c'est qu'on puisse beaucoup permuter. Si tu continues avec la board Mofi, tu sais que je suis pas fan et j'en suis toujours pas fan et je pense que quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre dans ce sens-là, c'est pas très bon. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien que ça permette beaucoup plus, que vraiment tu puisses déstabiliser les défenses avec ça, surtout que tu as deux joueurs qui peuvent à peu près jouer sur les deux côtés. Maintenant, j'ai rapidement regardé, vous savez que je suis plus trop sur Twitter, mais j'avais rapidement regardé les commentaires et j'avais l'impression que c'était vraiment beaucoup mieux. Moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus, tu vois. Je trouve qu'on en a fait beaucoup. Alors, c'est sûr qu'on partait de loin, donc forcément, c'est un peu mieux, mais je trouve que on n'arrive toujours pas à avoir quelque chose d'assez solide où on peut se dire que sur plusieurs matchs, ça va plus perdurer et Hmm. marcher comme il faut. Ouais, Par Obi-Wan. contre, Ouais, ouais, vas-y, Anto. personnellement, je trouve que tu vois, alors, tu sais que j'ai beaucoup défendu Mofi et que je disais que c'était plus le système qui était pas bon pour un numéro 9 chez nous. Bah, je trouve que ça le démontre là en fait. C'est-à-dire que je trouvais que la board, ok, sur des remises, c'était pas trop mal. Mais sinon, globalement, bah, s'il était pas. Enfin, tu vois, tu ne le vois pas beaucoup, quoi. Et on a vraiment ce problème de ne pas arriver à faire vraiment jouer notre 9 dans notre collectif. Donc, ouais, ce serait un, un aveu de. Enfin, pas, j'allais dire un aveu de faiblesse, mais aussi un problème pour toi, Obi-Wan, de voir notre numéro 9 recruté en grande pompe il y a 6 mois, un peu plus maintenant, qui Ah finalement non. bien, ne rentre pas dans le dispositif et dans la philosophie. Alors, on en a déjà reparlé, hein. On va pas inventer et dire que Mofi, du jour au lendemain, va devenir un manieur de ballon exceptionnel. Mais est-ce que tu partages un peu mon optimisme quant à cette permutation entre les deux joueurs? Alors, ton optimisme, enfin, on l'a vu sur une mi-temps, sur une partie de mi-temps. 25 J'aimerais le minutes, voir 20 minutes en fait, hein, parce que la board sort sur avant, 20. Ouais. avant la Ouais, 70e, hein. Ah, en d'ailleurs, première, ils sont un peu comme ça déjà, hein, un changement, pendant un quart d'heure. enfin pour moi, On l'a vu sur 20 ouais. minutes, donc ça demande confirmation. J'ai pas trouvé qu'il était super ravi de jouer à droite, parce que moi je trouvais qu'il faisait la gueule, hein, clairement. Il marque, c'est à peine s'il fait son but, entre parenthèses. Donc je pense pas qu'il soit super ravi de jouer à droite. Après, oui, c'est pas un manieur de ballon, c'est sûr, hein, c'est pas pour ça qu'on l'a fait venir à Nice. On attend de lui beaucoup plus et beaucoup mieux. En première mi-temps, il est encore dans le zig quand on lui envoie le ballon dans le zag, dos au but, il avance pas sur le ballon, donc il peut jamais l'avoir. Il fait des passes approximatives. Enfin, c'est quand même très, 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 très compliqué, quoi. C'est très compliqué. On a beaucoup de chance d'être second à un point de Paris en ayant marqué 14 buts, hein. Et c'est Ouais. pas grâce à Mofi, quoi. Mais c'est Je suis quand même très très perturbé par ce joueur, hein. Très perturbé. c'est Dominique Arribagé qui, à la mi-temps, faisait le parallèle entre les difficultés offensives de l'OGC Nice et les autres équipes, on va dire top, enfin entre guillemets, qui jouent les places européennes, à savoir Rennes, Lens, Marseille notamment. Paris, bon, j'enlève Paris, mais on pourrait considérer que Colomboigny, Ramos et compagnie, Kalimundo, Gouiri et les offensifs freinés. Alors, je suis pas là en train de trouver des excuses à la Borde ou Mofi, mais plus me dire que c'est peut-être quelque chose qui est plus global à la Ligue 1, à savoir eh bien une assise défensive peut-être plus forte et plus de difficultés à marquer. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine, toi, peut-être d'un point de vue extérieur? Ouais, c'est un peu l'OGC Nice, c'est un peu à l'image de ce championnat du début de saison. Je vais rien vous apprendre, mais c'est vraiment l'équipe pour moi qui symbolise le mieux ce virage qu'on a pris, du fait, selon moi, en partie du championnat qui est plus resserré cette année avec seulement 18 équipes et de la peur que peuvent avoir certaines équipes, comme chaque point est décisif. Voilà. À mon avis,
Si ça doit coincer un moment, Nice, ça sera pas tellement dans le secteur défensif parce qu'à mon avis, ça bougera pas, c'est solide à peu près à tous les postes, que ça soit dans les buts, en défense centrale, bien sûr. Et aussi sur les côtés, il y a des joueurs. Mais à mon avis, c'est plutôt d'un point de vue offensif parce que ça manque de liant, ça manque de créativité. Alors, il y a Sofiane Diop, qui est normalement un joueur de ballon, mais bon, qui a du mal quand même à trouver de la régularité. Et puis devant, Laborde, Mofi, ça marche, mais vraiment sur courant alternatif. Donc, à mon avis, c'est plutôt de ce point de vue-là que vous pouvez coincer un moment. Donc, ouais, des doutes quand même sur la capacité de Nice à continuer à surfer sur cette vague si vous n'arrivez pas à bien consolider votre force offensive. Mais tu vois, avec toi, je suis d'accord et pas d'accord. Je comprends, mais en même temps, je me dis, on marque pas de but où on a, tu sais, c'est des coups du sort. C'est-à-dire que tous nos buts, ils sont construits. C'est ça qui est paradoxal. C'est que tu regardes nos actions, la plupart des buts qu'on met, alors on n'en paye pas beaucoup, donc ça va vite. Mais souvent, c'est des actions qui sont assez bien construites. Et tu vois, c'est vraiment le parallèle qu'on a. C'est-à-dire que sur certains moments, eh ben, d'un coup, tout s'actionne comme il faut. Et tout le monde prend peut-être un peu plus de risques, etc. Et c'est vraiment cet état d'esprit où tout le monde fait tout ensemble qui fait que je Ouais, trouve ouais. qu'on avance bien. Ouais, après, C'est probablement l'état d'esprit et ce que j'appelais la dernière fois que j'étais venu le supplément d'âme. Ça veut dire que cette équipe, elle sait qu'à n'importe quel moment, elle peut marquer, quoi, et Ouais. qu'un but suffit. Et d'ailleurs, j'étais très surpris des commentaires des joueurs toulousains à la fin du match qui disaient en gros, bon, on savait que ça allait se passer comme ça, quoi. Dès qu'on prenait un but, bon, ben voilà, ça allait faire un zéro, puis c'est arrivé. Presque euh, Résigné. pre- ouais, de la résignation, de se dire, ben, on savait que si on prenait un but, on n'y arriverait pas. Et c'est très étonnant enfin, du coup, de l'emprise qu'il peut y avoir sur les adversaires. Enfin, je sais pas, ça m'a paru très bizarre, alors que pourtant, je nous ai trouvé aujourd'hui particulièrement à côté de la plaque, hein, globalement, quand même, hein, Dans même la si on lignée est du mené. match de Montpellier, finalement, hein. Ouais, 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 ouais. Je trouve que ça fait deux matchs où vraiment c'est compliqué. Alors après, par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure, ouais, ouais, j'avais pas retenu ce truc-là par rapport à la faiblesse des attaquants français globalement, etc. C'est vrai qu'il y a eu un resserrement à 18 clubs. C'est vrai que du coup, chaque point compte. Et c'est vrai que du coup, ça resserre un peu la maille, hein. Tout le monde resserre et il y a moins de prise de risque. Ça marque un but, ça ferme derrière. Enfin voilà, je crois qu'il y a eu pas mal de buts aujourd'hui sur tous les autres terrains. Mais oui, c'est quand même particulier. je rebondis sur ce que tu disais. À mon avis, vous allez avoir du mal quand le championnat va avancer. euh, de- et vous avez déjà du mal d'ailleurs, je crois, contre les équipes qui jouent vraiment bloc bas. Les équipes Mm. qui jouent plutôt la deuxième partie de tableau, et qui jouent très resserré. C'était le cas contre Montpellier, qui est une équipe de contre. À mon avis, ça peut piocher à ce niveau-là. Ouais, 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 vas-y, Anto. pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je suis d'accord, c'est un problème qu'on a. Mais tu vois, moi j'ai fait un peu le parallèle avec Nadal au tennis. Tu vois, Nadal c'était un gros défenseur qui écœurait son adversaire. Et en fait, j'ai l'impression aussi qu'on a cet atout-là. Et contre les petites équipes, on l'utilise beaucoup, je trouve. C'est-à-dire que tu bloques et tu laisses rien passer. Et peut-être il y a de la frustration ou l'envie de s'en sortir, etc. Et il y a des erreurs qui font que nous, on marque. Et en fait, vraiment l'impression que ce groupe, il peut aller loin, même en jouant comme ça, tu vois. Alors j'espère que ça va progresser, comme tout le monde, qu'on verra un peu plus de jeux et tout. Mais j'ai l'impression qu'on peut vraiment gagner beaucoup de matchs de cette manière. On va Fait- peut-être pas comparer l'OGC Nice avec Rafael Nadal quand même. Faut Non, non, rester mais un peu mesuré. dans Ah, l'idée. Ah, écoute-moi, tu nous laisses rêver un peu, s'il te plaît, là. Si ça se trouve, ouais. ça durera pas longtemps, être dauphin, hein. Nadal a été aussi numéro 2 mondial, hein. Pour l'instant, on est Ouais, numéro ouais, 2 c'est vrai. de la Ligue 1 Uber Eats. Donc quand même. Nissardeta nous demande, bah, d'une manière très, très cash, hein, mais Toulouse, est-ce que ça descend cette année? Enfin, concrètement, c'est pas ce qu'on vous souhaite forcément, mais l'objectif, votre objectif premier, je suppose que c'est le maintien. Tu te situes comment, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu es toujours confiant? Est-ce que tu es rassuré par rapport à la prestation de Toulouse? Parce que j'ai écouté un peu la conférence de presse de votre coach, dont j'arrive pas à me souvenir du nom.
Carles Ah, Martinez-Novel. voilà, qui disait qu'il était malgré tout positif par rapport à ce qu'il a vu. Est-ce que tu partages un peu ce positivisme ou t'es un peu plus inquiet? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre président a viré officiellement. Il y a d'autres raisons qui sont plus internes, mais il a officiellement démis de ses fonctions Philippe Montagnier parce il avait terminé la saison à la 13e place et que les fameuses datas avaient confirmé à Damien Comolli, notre président, Mhm. qu'on devait finir dans le top 10. Donc, il a confié les rênes de l'équipe à Carles Martinez-Novel pour passer ce cap-là et finir dans le top 10. Donc à partir enfin dans le top 9 même, il y a plus de 18 équipes. Donc à partir de ce moment-là, si on ne finit pas au minimum 9e, l'objectif ne sera pas atteint. Après, je ne suis pas très positif et je sens plutôt, au contraire, une saison comme celle qu'a vécu Nantes l'année dernière, avec une épopée européenne, un kiff européen assez, assez génial. À mon avis, on va sortir des poules, donc on va probablement choper un troisième de Ligue des Champions en barrage. Donc on va bien kiffer, mais bon, après on aura du mal, on en a déjà beaucoup lors des semaines à 3 matchs. Donc c'est ce qui peut nous coûter cher, surtout qu'on a un effectif qui est quand même assez limité à beaucoup de postes. Donc je vois bien une saison où on bataillera jusqu'au bout pour le maintien. Après, je pense quand même qu'il y a des équipes plus faibles que nous, Mhm. comme Metz qui ne produit pas grand-chose, Clermont Marseille. bien sûr, peut-être même Lyon s'ils n'arrivent pas à se sortir de la panade. Donc voilà, c'est un peu compliqué à cerner. Ouais, effectivement. Alors, on revient au match, les gars. On a parlé de Diop, mais on va parler quand même d'un bonhomme un peu sorti de nulle part, hein, la personne d'Alexis Claude Maurice, qui rentre en deuxième mi-temps. Alors, Francesco Farioli avait dit en conférence de presse cette semaine qu'il était à 100%. Maintenant, on ne le pressentait pas forcément rentrer à la mi-temps, un peu par défaut lié à la blessure de Diop. Sacrée deuxième période, Obi-Wan de Claude Maurice. Alors, oui, je sais, on va nous dire que à la manière de certains joueurs qui se sont blessés régulièrement ces dernières années. On est dans un cycle perpétuel d'un joueur qui se blesse, qui revient, qui refait des matchs, qui est performant. Mais là, honnêtement, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un Claude Maurice autant opérationnel physiquement. Il semblait vraiment fit déjà. Et alors, il y a eu du déchet, tout n'a pas été parfait. Mais c'est l'un des facteurs X un peu de cette bonne deuxième période, du moins de mon avis. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben, à revoir. À revoir parce que déjà, ce qui m'avait bien gonflé avec Claude Maurice l'année dernière, c'est que quand on le prête à Lens, je trouvais qu'à chaque fois qu'il rentrait, d'ailleurs, je crois qu'il avait marqué, il avait été décisif à plusieurs reprises. C'était vraiment un impact player. Euh, et donc, ça m'a bien gonflé parce que j'aime pas du tout des joueurs qu'on prête comme ça et tu as l'impression qu'ils en font 10 fois plus ailleurs que chez nous. Euh, et donc là, ben ouais, ça mérite d'être vu. De toute façon, puisque Diop est encore une fois blessé, ben on aura l'occasion, je suppose, de le voir derrière les attaquants. Ça peut être pas mal. Je crois que sur son premier ballon, il fait un tir qui est contré, qui partait pas mal. J'aurais aimé que ce tir-là aille au bout. Alors, je sais pas si c'était cadré, je sais pas si on aurait marqué ou pas, mais on a tellement d'espoir sur ce joueur depuis qu'il est chez nous, avec tout ce qu'il avait montré à Lorient avant, qu'il n'a quasiment jamais montré chez nous, un tout petit peu à Lens. Peut-être qu'on peut retrouver le vrai Claude Maurice dans un schéma de jeu différent et avec une nouvelle technique, avec une nouvelle tactique. Et je pense vraiment il y a ça peut être le facteur X parce que Sanson, encore une fois, voilà, je trouve il manque quelque chose. Donc Claude Maurice a son rôle à jouer. 4-3-3, point de basse, ça rappelle quoi? Ça rappelle les 6 mois d'Adrien Urcea. Alors, on en parle très souvent quand on parle d'Alexis Claude Maurice parce que c'est un peu sa période de référence lorsqu'il était à l'OGC Nice. Ouais, Anto, Claude Maurice, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu l'attendais déjà à ce niveau-là? Est-ce que on peut encore y croire en fait à Alexis Claude Maurice?
Bah, moi, j'y crois parce qu'il n'y a pas eu de début. Donc, je me dis qu'à un moment, ça devrait commencer, tu vois. Donc, ouais. C'est peut-être un peu dur, mais C'est bon, voilà, il y a méchant, jamais ouais. vraiment. Non, mais ça n'a jamais vraiment décollé à Nice, tu vois. Voilà. À Lorient, c'était cool. À Lens, ça va. Mais à Nice, on n'a jamais eu de 3 matchs d'affilée. Donc, bon. Mais Le triplé de passe D contre quelle équipe là tu te rappelles à domicile là? Reims? ouais. Ouais, bon, Ouais, bref, 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 bref. c'est possible, c'est possible. Mais tu vois, mais après, c'est un joueur que j'apprécie en plus. Et notamment contre Rennes, je sais pas si vous vous en rappelez, il avait perdu un ballon à la fin. Et beaucoup lui avaient été tombé dessus. Il avait fait une Marseille. mauvaise passe. Marseille, Anto. J'étais au stade. Ouais, oui, c'est ça, contre Marseille, pardon. Il perd ce ballon, tout le monde lui tombe dessus. Mais moi, je l'avais trouvé hyper intéressant en fait dans sa rentrée. J'avais beaucoup aimé la rentrée, je trouvais ça hyper pertinent. Et du coup, j'étais assez rassuré et j'avais vraiment envie de le voir continuer. Il s'était blessé la semaine dernière, j'ai dit c'est bon, c'est foutu. Et non, il revient encore une fois. Donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses et surtout, je trouve qu'il s'est vachement endurci défensivement et ça a beaucoup de légitimité dans son poste de 8. C'est alors, je trouve que c'est même meilleur que Sanson sur beaucoup de choses, notamment sur les prises de décision dans les 30 derniers mètres. Et tu sens que ce mec-là, s'il enchaîne les matchs, même si c'est que des rentrées, etc., qu'il arrive à prendre des automatismes avec les autres, ça peut être vraiment très intéressant. Donc à voir, et peut-être qu'il aura sa chance la semaine prochaine en rentrant en jeu, quoi, derrière Boudaoui. Alors, vous avez mentionné le match de Morgan Sanson. Est-ce que je suis dur si je dis que ça passe décisif sauf sa prestation? Non, C'est pas pas du lui qui tout. fait la passe, c'est la bande, non? Non, c'est Non, non, non. Sanson qui Non, l'a du fait tout. pour Mofi. Ah, Sanson. c'est Sanson, pardon, autant pour moi. Je croyais que c'était la bande. Non, c'est lui qui fait le décalage. Ah oui, voilà, Ouais, c'est ça. il me semble. D'accord. Mais non, non, Euh, c'est pas dur du tout, hein. Est-ce que ça sauve son match? Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'on a retrouvé à peu près les mêmes ingrédients qu'il nous fait depuis qu'il est arrivé à Nice, c'est-à-dire des belles remontées de balles. Il se fait rattraper, il se fait tomber, un coup d'épaule, il est par terre, ou il traîne trop, il fait une passe trop lente, ou c'est approximatif. On se plaignait de Claude Maurice qui était tout le temps par terre il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Avec Sanson, on a retrouvé le même, quoi. On dirait que c'est le petit frère caché d'Alexis Claude Maurice, Sanson, cette année. Hmm. C'est un bon joueur pourtant, hein. On sent qu'il a envie, hein. Il est à l'origine du but aussi. Bon, ça va, quoi. Mais oui, ça sauve son match. Anto. Est-ce qu'il Ouais, est pas un Anto. peu victime aussi du plan tactique de son entraîneur? Parce Non. que c'est pas vraiment un travailleur, c'est pas un profil défensif du tout. C'est pas un grand ratisseur de ballon, c'est plutôt un numéro 8 relayeur, même plutôt meneur de jeu. Et donc dans une équipe dont le plan de jeu s'arrête à défendre et tout miser sur une ou deux actions, est-ce que c'est pas un peu problématique? Non, Après, j'en rajoute, j'exagère, mais Non, alors, non, j'exagère, mais à peine. C'est quand même très défensif. Alors que lui, c'est plutôt un joueur qui sera à l'aise, qui serait à l'aise, selon moi, dans une équipe plus offensive, comme il le faisait bien à Montpellier ou plus tard un peu en Angleterre et à Marseille. alors déjà, bon, forcément, je défends ma paroisse. Je suis pas sûr que le plan de jeu initial de l'OGC Nice et celui de Francesco Farioli ce soit de bétonner et de défendre. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a Non. mais je développe juste. Je pense que surtout, c'est une affaire de, comment dire, de garantie. Quelles sont les garanties aujourd'hui à l'OGC Nice? Ta défense, en fait, parce que c'est un critère qui fonctionne et qui fonctionne très bien depuis 3 ans. Et de toute manière, tu regardes, si tu veux faire une grande saison, il te faut une bonne défense. Voilà, ça, petite parenthèse fermée. On est d'accord. Oui, Voilà. oui. Mais offensivement, je suis bien d'accord, c'est pas spectaculaire, c'est pas flamboyant et c'est perfectible. Maintenant, par rapport à Sanson, il sortait de 6 bons mois à Strasbourg où on nous avait dit que le gars était assez polyvalent, que effectivement c'était plus un relayeur que purement un défensif. Pour l'instant, de ce que je vois à l'OGC Nice, il y a du volume de jeu, c'est clair, il cavale, mais j'ai le sentiment que ce qu'il va courir, en fait, il va le perdre en lucidité, et lorsqu'il arrive dans les Mm. 25-30 derniers mètres, eh Ouais, il se bien, passe rien. c'est compliqué. Est-ce qu'on l'a vu déclencher une frappe à 25-30 mètres depuis qu'il est là?
Est-ce qu'on l'a vu, alors avant cet après-midi, faire une passe décisive? Je ne crois pas, il n'a toujours pas marqué. Alors, j'attends pas qu'il soit à 5 buts, 5 passes, c'est pas ça. Mais pour l'instant, et lorsqu'on voit aussi la vitesse à laquelle Boudaoui eh bien, l'a graillé, parce qu'il a totalement graillé la concurrence de Sanson, ben, ça me pose aussi question sur le joueur en lui-même et le niveau réel de celui-ci. Ouais, Ouais, moi, Ouais, je suis je pas suis du tout d'accord. satisfait, hein. Moi, je suis pas du tout satisfait de Sanson depuis le début de la saison. C'est une bonne ouais. prépa et un bon match ou deux bons matchs au début de la saison contre Lille. Mais après, c'est tout. C'est vraiment ça. Il est capable sur une prise de balle d'éliminer trois mecs et derrière, il donne toujours mal son ballon. Tu vois, Ouais, c'est ça. et c'est de la 5e minute et après, à partir de la 60e, il fait plus rien parce qu'il est cuit. Tu vois, donc ça fait beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Alors, est-ce que il a commencé la saison trop fort? J'en sais rien parce que en prépa, on a vu des choses que maintenant on ne voit plus. Il avait une projection dans la surface où c'est lui qui marque, je crois, tous les buts de la prépa. On n'a pas marqué beaucoup non plus, remarque, hein, mais c'est lui qui marque tous les buts de la prépa, où il se retrouve au point de pénalty, il suit les actions, il le fait plus du tout, parce que Boudaoui fait, il a marqué des buts. Donc tu vois, Mm. il a vraiment ce côté-là où il est très frustrant en fait comme joueur, et qu'actuellement, bah, pour moi, il n'y a aucun monde où tu te dis qu'il doit être dans les trois qui démarrent dans le milieu de terrain, s'il y a pas de, enfin si tout le monde est là. Donc voilà, il se fait graille par tout le monde. Et bon, il n'y avait aucun doute sur le fait que Boudaoui allait le graille, mais bon, ça s'est arrivé plus vite que prévu, quoi. Est-ce que Obi-Wan, pour toi, ça remet éventuellement en question? Alors, c'est peut-être trop tôt, hein, on est fin novembre, mais on sait que contractuellement, c'est un joueur qui est en prêt. Il y a une obligation d'achat à partir d'un certain nombre de matchs joués ou démarrés. Alors, il faudrait voir dans le détail. Mais en gros, il faut qu'il atteigne certaines conditions pour que l'option d'achat soit levée et qu'il soit officiellement un joueur de l'OGC Nice. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, Sanson a sa place pour être un joueur à part entière de l'effectif de l'OGC Nice et pour être, on va dire, dans l'effectif sur les 2-3 prochaines années? Écoute, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que ça dépendra du classement du gym au moment où il faudra prendre la décision. Je veux dire, si on colle au basket de Paris et qu'on est en passe de faire une Ligue des Champions, je pense que ça vaut le coup de savoir s'il n'y a pas un billet à mettre sur quelqu'un qui soit de notre niveau que Sanson. Si on décroche et qu'on reste dans les 5-6, ben, peut-être qu'on continue avec, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, on va pas nous refaire un coup à la Obadi et Srarfi en étant. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais attends, on va pas nous refaire le coup chaque fois qu'on est placé ou gagnant, quoi. J'espère qu'on va pas refaire ce coup-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, on a quand Donc même un actionnaire. concrètement, l'avenir selon toi dépend aussi du classement final. Si on, Ah ben oui, si on est en LDC, oui. tu aimerais viser plus haut quoi, que Sanson. Ah ben oui, bien sûr. Non, mais Et Sanson, c'est un joueur. en rotation, est-ce que pour vous ça vaut Peut-être ça... en rotation, mais il faut quelqu'un. Enfin, pour moi, c'est pas beaucoup plus élevé que Claude Maurice. Enfin, franchement, hein, hormis qu'il est moins blessé, c'est pas beaucoup plus élevé, hein. Moi, je Ouais, le vois pas plus précis, je le vois pas plus décisif, je le vois pas plus. Je vois pas quelqu'un qui est très au-dessus d'un Claude Maurice. Et j'espérais que Diop joue ce rôle-là parce que voilà, je crois que c'est un gars. Mais manifestement, on a un problème de fiabilité, quoi, chez ce joueur-là aussi, comme Attal, comme certains autres. Boudaoui, j'ai l'impression qu'il est un peu moins blessé maintenant. Donc, comme quoi, c'est pas le destin, hein. Avec du travail, on y arrive. Mais non, 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 je pense que oui, il est en prêt. Et je pense que quand on est en prêt, ben, plutôt que de subir la situation, c'est une opportunité. Donc, posons-nous les bonnes questions au bon moment. Regardons où on sera placé à ce moment, au moment où il faudra prendre la décision. Et peut-être que même au mercato, il faut peut-être anticiper, quoi. Parce que si on est deux euh, au bout de, c'est quoi la moitié de 34 18, matchs, c'est 17. euh, Si, 17. si on est dans les 2-3, parce qu'on a 5 points d'avance sur le troisième, là, c'est ça? Ouais, ouais. Monaco. 5 points, putain, 5 points. Et franchement, on est bien, quoi. Est-ce que ça On vaut est pas très le très coup bien. d'enfoncer le clou et puis de prendre quelqu'un qui est à niveau, quoi? Parce qu'on les accumule, les moyens, hein. Entre Claude Maurice, à ce poste-là, j'entends, hein, un poste de créateur décisif, etc.
Je ne sais pas quel nom de joueur je pourrais donner qui nous manque, qui nous manque, mais j'en vois pas en fait en Ligue 1. Je ne sais pas quel joueur il nous manque parce que Sanson, il aurait dû jouer ce rôle-là, quoi. Mais un bon mec derrière les attaquants, quoi. Genre Ekner Toi, Bellegarde. Ouais, c'est vrai. ouais, Bellegarde. Moi, j'allais dire, j'ai regardé cet après-midi Manchester United. C'est un joueur comme Bruno Fernandes qui nous manque, quoi. Tu Ouais, vois? alors, ouais. Non, Ouais. non, Ouais, ouais. On va jouer la Ligue des Il est Champions, mais mieux quand même. venir. Alors, ok, Mais Ineos c'est va honnête, racheter, ok, Ineos va dans le racheter peut-être style, une part du capital de Manchester United, mais c'est peut-être pas non, sûr mais qu'on dans le, récupère Fernandez. Ouais, dans le c'est style. Radcliffe qui Ouais, va dans le nous style. faire une fleur, je sais pas. Mais tu vois, fait, voilà, dans ce style de joueur-là, quoi. Putain. Hmm. Euh, si on fait la Ligue des Champions, on ne pourra pas y aller avec Sanson et Claude Maurice. Donc voilà. Donc pour moi, oui, il faudra viser plus haut. On peut pas continuer avec des joueurs moyens comme ça. Ok, ok, ok. Les gars, on a fait le tour sur le match, du moins sur les sujets que je comptais aborder avec vous. Vient le moment de votre dossier, de votre plaidoirie, on va dire. Une performance, un flop, un sujet foot ou hors foot en lien avec le match naturellement que vous souhaitiez aborder. Antoine, on commence par toi, tu es l'invité. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose par rapport à ce que nous avons déjà dit? Ça peut être l'arbitrage, hein. Tu peux repasser une couche, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, je rajoutais un petit dossier voilà, t'appartenant qui n'a pas encore été évoqué. Alors, d'abord et avant toute chose, je voudrais saluer les 200 supporters toulousains qui se sont déplacés un dimanche à 13h, 6 ou 7 heures de route, pour assister à ce qui n'a pas été le match du siècle. Donc, bravo à eux et respect parce qu'il en faut. Ensuite, je voudrais quand même parler ouais, un peu de l'arbitrage et je voudrais souligner surtout la somnolence de la vidéo qui n'est pas intervenue sur ce qui me semble être quand même une erreur d'arbitrage qui affecte le bon déroulé du match. On dit souvent qu'un bon arbitre, c'est celui qui n'affecte pas par ses décisions le résultat du match. Là, en l'occurrence, il me semble quand même que ça a été le cas. Hmm. Donc voilà, déçu par rapport à ça. Après, résultat plutôt, le nul aurait été mérité. La victoire niçoise n'est pas non plus un scandale. Il y a eu à peu près peut-être une mi-temps chacun. Bon, c'est pas non plus choquant. Globalement, je m'attendais à ça. Je m'attendais à soit un 0-0, soit une petite victoire de Nice. Ça change de la purge à laquelle nous avions assisté en fin de saison dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là. Si vous vous en souvenez pas, Ouais, c'est normal parce que 36e journée. c'était terrible, terrible. Ah, Euh, les deux équipes n'avaient plus rien à jouer. Anto, Juste un petit. Là, ça va être juste un petit encart. Kefren Turam, mec, continue, mec. Peu importe où t'es vraiment Ah ouais, très bon. super joueur, c'est vrai. Défensivement et tout, franchement. Gros début de saison et les gens peuvent te critiquer, mais mec, continue et ça va. Quand tu vas marquer, tu vas être incroyable. Et une deuxième chose, moi je voudrais quand même féliciter le staff parce que depuis le début de la saison, on change beaucoup de 11. Il y a beaucoup de gens qui jouent, qui ont du temps de jeu. On concerne tout le monde et à chaque fois, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout le monde se bat les uns pour les autres, même quand c'est des postes qui sont pas les leurs. Donc franchement, ça c'est une très bonne chose. L'état d'esprit est impeccable. Donc ça c'est une vraie fierté et je pense qu'au-delà de courir derrière un ballon pour le récupérer, je pense que c'est ça la mentalité niçoise et ça fait plaisir. très bien. Obi-Wan, il me semble que tu voulais parler du coaching fait par notre cher Francesco Ah, Farioli. alors finalement, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai 3 dossiers, Vas-y, mais je vais vraiment les évoquer très très vite. vas-y, vas-y. Oui, moi, le premier dossier, c'est celui-ci. C'est, oui, on finit avec 7 ou 8 défenseurs sur la pelouse, avec un Dante qui joue électron libre en fin de match alors qu'on ne mène que 11-0. Donc voilà, Cette action absolument il nous a incroyable, fait une la meilleure action action du match hein, finalement. exceptionnelle. Ouais. Ronald Dante, quoi. C'était Ronald Dante. Voilà, chapeau, le mec 40 balais qui s'amuse à faire ça un quart d'heure de la fin. J'ai trouvé ça mais juste incroyable et en même temps très étonnant Hmm. justement donc du coaching de la fin du match avec
Mendy, Rosario, Dante, Barre, je sais plus, Perrault, je sais plus combien Louché, Mendy. Louché, je sais plus combien de défenseurs on avait sur le terrain. C'était juste impressionnant. Donc, j'ai pas bien compris. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième, quand même, on a un peu parlé avec Diop. Je m'interroge quand même sur ces blessures et parce qu'il y a ça, et puis il y a les crampes de Lotomba à Qui la revenait de 62e. blessure. On l'a pas dit, mais effectivement, c'était son Il retour revenait dans de le blessure. 11. Il y avait 15 jours Hmm. de trêve internationale. Le mec, il pouvait s'entraîner, etc. J'ai trouvé ça quand même étonnant. Ça, c'était le deuxième sujet. Le troisième, et je vais rejoindre Antoine, c'est sur les supporters. Eh ben, moi, je vais, une fois n'est pas coutume, mais un gros fuck à la Ligue. Un gros fuck. Un gros fuck qui nous a privés de la Populaire Sud pour un pétard et demi lancé contre Marseille, alors que c'est même Marseillais, avec ce qu'ils ont fait contre Lyon, ils vont refaire le même match sur un stade plein contre l'OL le 6 décembre. Donc Attention. un gros truc, parce ils nous ont privés encore une fois des meilleurs supporters de France. Alors, Voilà quoi. alors Donc, un peu de discernement, Je sais qu'on arrive en fin d'émission. Un peu de discernement. On est sur deux sujets c'est plus l'heure totalement des enfants. différents et tu sais très bien, Obi-Wan, que ça n'avait pas lieu dans le stade. Non, parce qu'après, je vais me faire défoncer sur YouTube. Si la même chose s'était arrivée à 10, tu sais très bien ce qui serait passé. Voilà, Voilà. c'est un autre Et donc, sujet c'est et je juste, ne suis pas loin, je ne suis pas loin d'être ouais. d'être d'accord avec Ou à toi. Toulouse, hein. Ou à Toulouse, on précise. Voilà. Ouais. Non, mais pour clôturer, eh bien, comme j'ai pu le dire pour Mofi après Rennes, j'ai pas été extrêmement clément avec Pablo Rosario, même lorsque le train Ouais. Pablo Rosario avait été créé au soir d'un match à Clermont, hein, comme quoi les choses vont très vite sur les réseaux sociaux. Un match joué au poste de latéral droit, effectivement, il a fait son match, sa rentrée contre Marseille, son match à Clermont, son match à Montpellier, son match contre Rennes aussi. Là, il décale en défense centrale. Et entre-temps, il y a la communication du club, forcément, qui rajoute la petite vidéo, le petit interview, tu vois, et voilà. Ben, ça marche. Voilà, ça marche. Voilà, donc bravo Pablo. Peut-être pas le meilleur footballeur qu'on ait l'OGC Nice, mais en termes de mentalité, il répond tout le temps présent. La grinta, chose qui nous a manqué énormément. Et quand je pense à son arrivée, au fait qu'il ait été recruté pour jouer double pivot, qu'il change 3 fois d'entraîneur, qu'il joue défenseur central, qu'il joue latéral droit, ben je me dis aussi, il n'a pas eu un contexte le plus simple possible. Donc bravo Pablo, continue. Mais voilà, fais des passes rapidement, histoire de garder le moins possible le ballon dans les pieds, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Et je rejoins Anto sur une chose, on va dire la gestion managériale de Farioli. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Concerner le plus de joueurs possible et mobiliser tout le monde, tout simplement. Lorsqu'on voit un Louché rentrer, un Antoine Mendy qui joue ses premières minutes de la saison, ben, ça me plaît parce que ça concerne aussi les jeunes du club qui jouent, parce qu'il y a des absents aussi, naturellement. Mais ça montre que, eh bien, certes, dans le jeu, c'est perfectible, on l'a dit, on l'a redit, mais en tout cas, dans le caractère et dans l'esprit collectif, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe. On ne sait pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas, pour l'instant, c'est deuxième de Ligue 1 et on n'a rien volé à personne. Ah, et juste pour faire la boucle sur l'émission, on va revenir sur le tout début. Bah, le prochain joueur en équipe de France, c'est Melvin Barr en fait. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Chapeau, Melvin. on l'a pas dit parce que ça devient une habitude, Ouais, c'est vrai que c'est. tout comme la charnière Dante-Todibo qui n'était pas là ce soir, mais encore un super match de Melvin Barr. On arrive à une heure passée de 3-4 minutes d'émission. Merci à tous les trois pour votre venue. Antoine, Merci bonne Blanchot, saison. merci les gars. Bonne saison au TFC. Faites briller l'indice français sur la scène européenne. Gagnez contre l'USG pardon, la semaine prochaine. Et puis, écoute, on se fait une émission au retour avec plaisir. Merci à toi, Plaisir. Antoine. Et puis, Anto, Obi-Wan, merci les gars. Saison les gars. L'OGC Merci. Nice est second de Ligue 1. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est perfectible naturellement. Aussi, on ne l'a pas dit, même si ça va te faire mal, Antoine. Merci, monsieur Le Texier. Il y a eu Pierluigi Collina pendant des années. Je pense que Le Texier arrive juste après, hein, finalement. Pardon pour toutes les insultes qu'on a pu vous donner. Voilà.
Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour Nantes. Premier match en parcage me concernant, sauf arrêté municipal préfectoral inopiné qui risque de tomber. Il Mais on n'est sait pas à jamais. exclure. Hein. Voilà, effectivement. Passez une très très bonne soirée. Ciao. Et puis Issa Nissa. Il s'est dit ça. Merci Salut. pour le show. Bonne soirée, les gars. Ciao. Salut.